Bien, merci, on va passer. D'abord, je vais faire une remarque académique. Ça fait très plaisir d'avoir deux orateurs femmes. J'ai qu'un seul problème. Je ne sais pas s'il faut dire Madame la chirurgienne, le chirurgien, parce que vous avez vu le piégé en plus, parce qu'il y en a une avec un E et une sans E. Donc vous êtes diabolique pour moi, parce que je ne sais pas. Donc dans tous les cas, on commencera par celle avec un E. Et on est très. Voilà, une chercheuse alors. Bien, alors Maud, c'est Maud Le Gall qui commence. Et merci d'être ici à l'Académie. On est très contents quand il y a des femmes qui viennent parler à l'Académie, parce que parfois il faut faire le travail. Et la chirurgienne ne va pas me contredire. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là et je remercie vraiment François pour l'invitation. Contrairement aux orateurs précédents, je ne vais pas vous faire une revue de la littérature, je vais vraiment vous montrer ce qu'on fait au jour le jour au laboratoire, dans l'équipe d'André Badeau à l'hôpital Bichat, et comment, en utilisant des modèles animaux, on a réussi à mettre en évidence des nouveaux mécanismes d'action de la chirurgie bariatrique. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les mécanismes d'action de la chirurgie bariatrique? Bizarrement, on ne sait pas grand-chose en fait. Vous faites beaucoup de chirurgie, mais comment elle marche exactement, on n'est pas très sûr. On pense évidemment qu'on touche le tractus gastro-intestinal, donc on va toucher la première fonction de ce tractus, qui est la fonction d'absorption des nutriments. Et donc on pense qu'en modifiant ce tractus, on va évidemment faire une chirurgie restrictive, puisqu'on va diminuer la taille de la poche de l'estomac. Et puis, on imagine aussi qu'avec les bypass, on va faire une chirurgie malabsorptive, et vous allez voir qu'on va revenir sur ce point un peu plus tard. Mais il y a une deuxième fonction du tube, du tractus gastro-intestinal qu'on a tendance à négliger, qui est sa fonction endocrine. En effet, ce tractus gastro-intestinal est probablement notre premier organe endocrine, si je peux m'excuser auprès des diabétologues, de par la quantité d'hormones différentes que produit ce tractus gastro-intestinal, et la quantité de chacune de ces hormones qui est produite. Même si en fait, chaque cellule endocrine dans le tractus va correspondre à moins de 1% de l'ensemble des cellules de l'intestin. Et donc parmi ces hormones intestinales, il y a évidemment les incrétines, donc le GIP et le GLP-1, qui vont favoriser la sécrétion d'insuline. Et on sait qu'après chirurgie bariatrique, il y a des modifications de la sécrétion de ces hormones. Et puis il y a d'autres hormones, comme la gréline par exemple, qui vont contrôler le comportement alimentaire. Et donc, tout le monde imagine que quand on fait une sleeve, on enlève en fait les 3/4 des cellules qui permettent la sécrétion de la gréline, et que c'est pour ça que les patients ont moins faim. Et ça encore, c'est des choses qu'on peut discuter un peu plus tard. Donc voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Nous, dans le laboratoire, on a imaginé qu'il existait autre chose, et qu'en fait, il y avait des modifications structurelles et fonctionnelles des épithéliums gastro-intestinaux en réponse à la chirurgie, et que c'était eux qui participaient aux effets bénéfiques. C'est-à-dire qu'en gros, le tube, c'est pas juste un tube, vous coupez, vous raboutez, et puis du coup, moins c'est long, moins ça absorbe. On estime que l'intestin répond à cette agression entre guillemets qu'est la chirurgie, et que c'est cette réponse qui va faire que la chirurgie est efficace. Et je vais essayer de vous démontrer ça par nos résultats aujourd'hui. Alors on décide de travailler sur le rat dans le laboratoire. Alors pourquoi le rat? Eh bien, déjà parce que ça nous donne accès à des tissus qui ne sont pas facilement accessibles chez l'homme, évidemment. Et puis, ça permet aussi de faire des cinétiques accélérées. On imagine que 12 jours de la vie d'un rat, c'est à peu près 1 mois de la vie d'un homme. Donc, si on étudie... un an, pardon, de la vie d'un homme. Et donc, si on étudie un rat sur 4 mois, on va avoir peut-être un reflet de ce qui se passe sur 10 ans chez un homme. Donc ça, c'est extrêmement intéressant quand on veut voir les effets à long terme de la chirurgie. Donc, on fait les 3 types de chirurgie les plus couramment utilisés en France. La vertical sleeve gastrectomie, le bypass roux en Y et le bypass en oméga. Et on fait ça le plus souvent sur des rats massivement obèses. Celui-là, c'était quand même un super obèse. Ça fait 6 mois qu'il se régale d'un régime hypercalorique. Il pèse près de 970 grammes. Il est plus près du mini-chat que du rat, comparé à un rat adulte normal. Ici, un jeune adulte de 350 grammes. Donc voilà sur quoi on travaille. Et quand on fait de la chirurgie chez le rat, eh bien, il faut savoir que le rat est quand même différent de l'homme. Je pense que là vous vous en êtes un peu rendu compte, mais il y a un autre aspect qui est très différent, c'est son estomac. En effet, dans l'estomac du rat, on a cette grande zone ici, que vous voyez là, qui est ce qu'on appelle le préestomac, qui est une zone en fait aglandulaire, mais qui est capable de se déformer et de prendre entièrement la place d'un estomac normal si vous ne l'enlevez pas. Donc si on fait de la chirurgie bariatrique chez le rat et qu'on veut faire une restriction de la poche gastrique, il faut absolument enlever cette zone. Et vous pourrez lire dans la littérature un certain nombre d'études où on ne le fait pas et où pour moi ce ne sont pas des chirurgies restrictives. Donc quand on fait une sleeve gastrectomie, eh bien on fait 2 lignes d'agrafes. On fait une première ligne d'agrafe où on va enlever ce préestomac, et puis on fait une deuxième ligne d'agrafe où on va enlever la plupart du fundus du rat. Et voilà ce que ça donne en post-mortem après la chirurgie. Pour le roux en Y,
eh bien on fait la même chose, on fait cette première ligne d'agrafe qui va éliminer le préestomac, et puis on fait une deuxième ligne d'agrafe ici, donc vous voyez ça correspond à cette zone-là, et c'est à cette petite poche gastrique-là qu'on va anastomoser le jéjunum distal, et donc vous voyez que ce qui reste en fait dans l'estomac, ça correspond vraiment à ce qui reste quand on fait une petite poche gastrique chez l'homme. Donc on anastomose le jéjunum ici, et donc les aliments vont passer directement de l'œsophage à ce jéjunum anastomosé en excluant l'antre et le duodénum. Et puis on fait une deuxième anastomose jéjuno-jéjunale, et ici on va avoir le mélange des aliments qui passent dans l'antre alimentaire avec les sécrétions biliopancréatiques, exactement comme cela se passe chez l'homme. Et donc chez le rat, en fait, le tube digestif, enfin le greffe fait à peu près 1 mètre, et donc on essaye de respecter les proportions de ce qu'on a chez l'homme. Pour le mini bypass, c'est exactement la même chose, on fait la même petite poche au départ, sauf que évidemment l'anastomose se passe dans l'autre sens, et donc on va avoir une anse biliopancréatique. Donc nous au départ on faisait à peu près 30-35 cm, donc l'équivalent de 2 mètres chez l'homme, c'est ce qui était recommandé chez l'homme à cette époque, et on a le reste de notre anse alimentaire. Donc voilà, on a nos 3 chirurgies. Qu'est-ce qui se passe chez les animaux? Eh bien, on peut comparer ces animaux qui ont eu de la chirurgie à ce qu'on appelle des animaux cham, c'est-à-dire que c'est des animaux qu'on va endormir, on va faire une laparotomie, on va leur chatouiller un peu l'estomac, dérouler un peu le tube, et puis on va tout mettre en place. Et en fait, ces animaux cham, en fait, ils vont nous permettre de vraiment, on contrôle vraiment ce qu'ils mangent, et donc on peut vraiment comparer l'effet de la chirurgie à juste le fait d'avoir réduit la prise alimentaire ou changé les habitudes alimentaires du rat. Donc on voit que tous nos animaux, quel que soit le type de chirurgie, vont perdre plus de poids quand ils ont été opérés que quand ils sont cham. Et on voit qu'ils améliorent aussi leur tolérance au glucose. Donc un HGPO chez vous, ça s'appelle un OGTT chez nous, c'est un test de tolérance au glucose par voie orale. On le fait 15 jours après la chirurgie, et vous voyez que dans tous les cas, on a une amélioration de cette tolérance orale au glucose. Si on compare au stade préopératoire, qui est en pointillé, ou si on compare aux animaux cham, qui est en très plein. Donc voilà, on estime qu'on a un bon système, puisque nos animaux perdent du poids, ça se maintient sur le temps, ils améliorent leur glycémie. Qu'est-ce qui se passe au niveau du tractus gastro-intestinal? Donc on a décidé de comparer ces tractus gastro-intestinaux, et en première approche, on a simplement fait de l'histologie sur les différentes parties du tube digestif. Ici, vous avez les duodénums, des coupes de duodénum d'animaux cham, vous auriez exactement la même chose après une sleeve, et d'animaux roux en Y ou bypass en oméga. Donc vous voyez, il n'y a aucune différence. C'est assez surprenant parce que finalement, dans ce duodénum ici, il n'y a absolument plus de passage des animaux. Donc ça, c'était déjà une première observation. La deuxième observation, qui est beaucoup plus majeure, est qu'après la chirurgie bariatrique, dans les bypass, on voit cette hyperplasie, que ce soit dans l'oméga ou dans le roux en Y, de l'anse alimentaire. Donc du passage du jéjunum qui maintenant est directement rabouté à la sortie de l'estomac. Et on ne voit pas cette hyperplasie dans l'anse biliopancréatique, où les aliments ne passent pas. Et pour le bypass en oméga, en fait, on va avoir un peu d'hyperplasie dans la zone où les aliments ont tendance parfois à refouler avant qu'ils soient repassés. Mais si on se place plus distalement, on ne verra jamais cette hyperplasie. Donc directement après la chirurgie, ça c'est des observations qui sont faites dès 15 jours après la chirurgie, on voit cette hyperplasie uniquement après les dérivations. Alors, à quoi est due cette hyperplasie? Donc évidemment, c'est de la prolifération cellulaire, c'est ce que vous voyez ici dans les cryptes de notre épithélium intestinal. Et ce qui nous a surpris, c'est qu'associé à cette hyperplasie, on avait l'expression d'un transporteur des sucres particulier qui s'appelle GLUT1. Donc vous le voyez ici au niveau de l'ARN messager, et vous le voyez ici en histologie. Donc normalement, GLUT1 n'est pas exprimé dans l'épithélium intestinal d'un intestin adulte. En revanche, on voit qu'il est très fortement exprimé après un roux en Y. Alors ce transporteur GLUT1, qu'est-ce qu'il a de particulier? En fait, c'est un transporteur que vous allez trouver dans toutes les cellules cancéreuses, dans toutes les cellules qui vont d'un seul coup se mettre à hyper proliférer, hyper consommer du sucre et qui ont besoin de beaucoup d'énergie et d'énergie qui arrive très vite. Donc on s'est demandé quelles pouvaient être les conséquences fonctionnelles de cette réexpression du transporteur GLUT1 dans l'épithélium intestinal. Et en fait, à l'époque, on n'a pas été les seuls à se poser la même question. Il y a des gens qui ont fait ça beaucoup plus rapidement que nous. Et ce qu'ils ont fait, c'est simplement faire un PET scan sur les animaux. Donc le PET scan, il va vous permettre de voir la consommation de glucose. Ici, les radios marquées avec le 18 fluoroglucose. Et en fait, tout ce qui va s'allumer, ce sont des tissus qui hyperconsomment du glucose. Donc les auteurs ont fait les expériences sur des animaux cham ou sur des animaux roux en Y. Et on voit ici, en fait,
que se met à flamber l'anse alimentaire, cette anse qui a changé de taille, qui exprime GLUT1 et devient hyper consommatrice de glucose. Ils ont quantifié la quantité de glucose dans tous les tissus des animaux après l'injection en voie intraveineuse de ce sucre radiomarqué. Donc normalement, c'est le cerveau qui consomme le plus de glucose. La bonne nouvelle, c'est que ça ne change pas après chirurgie, donc notre cerveau travaille toujours après chirurgie. Et par contre, ce qu'on voit après chirurgie, c'est que l'intestin se met à consommer 2 fois plus de glucose que normalement. Et donc, les auteurs ont proposé à l'époque que cette anse alimentaire qui devient hyper consommatrice de glucose pourrait contribuer à l'amélioration de la glycémie de base. Donc ça, c'était extrêmement novateur comme idée, ça nous a beaucoup excité. On s'est dit que c'était intéressant uniquement si c'était vrai chez l'homme. Donc on est retourné à l'homme. En fait, on est un laboratoire, on n'arrête pas de changer de modèle, de passer entre le rat et l'homme. Et ça, c'est grâce au fait qu'on est associé très fortement avec 2 services de chirurgie digestive, celle de Jean-Pierre Marmuse à l'hôpital Bichat et le service de Simon Stika à Louis-Mouriez, et bientôt à Bichat. Et donc grâce à ces chirurgiens, on a pu avoir accès à des échantillons d'intestin d'hommes, soit en périopératoire, donc des sujets obèses qui allaient avoir une chirurgie bariatrique, soit pour les quelques cas où le professeur Marmuse est amené à réopérer des patients, avoir des échantillons 1 an ou 5 ans après la chirurgie. Donc ici, vous avez le cas d'un rond en Y. Vous voyez de l'anse alimentaire et vous voyez qu'exactement comme ce qu'on a vu chez Laura précédemment, on a une hypertrophie du tissu. Associé à cette hypertrophie, on a une hyperprolifération, c'est ce que vous voyez ici avec des cellules en prolifération dont le nombre augmente énormément. Et associé à cette hyperprolifération, vous avez réexpression du transporteur GLUT1. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a exactement les mêmes adaptations intestinales, que ce soit chez le rat et chez l'homme. Et donc on s'est posé la question des conséquences fonctionnelles de cette adaptation intestinale. Et donc on est allé réanalyser des PET scans, soit sur des sujets obèses, soit sur 3 sujets qui avaient eu une chirurgie bariatrique de type roux en Y. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, quand on re-regarde les analyses de ces PET scans, on voit très clairement que l'anse alimentaire était hyperconsommatrice de glucose chez ces sujets, et que donc il y a la même adaptation fonctionnelle dans l'anse alimentaire chez le rat et chez l'homme, et qu'on pense que cela pourrait contribuer à améliorer la glycémie de base, puisque là on parle de la consommation du glucose sanguin par cette anse alimentaire hyperproliférative. Alors qu'en est-il du glucose alimentaire? Donc ça, c'est ce qu'on regarde quand on fait un test de tolérance au glucose. Donc je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait une amélioration de cette tolérance au glucose, que ce soit après la sleeve ou après le rond en Y. Associé à cette amélioration de la tolérance au glucose, on a évidemment une meilleure stimulation de la sécrétion d'insuline, c'est ce que vous voyez ici. Et en fait, on a cette meilleure stimulation de la sécrétion d'insuline parce qu'on a une meilleure sécrétion de GLP-1. Donc là encore, rien de nouveau, c'est vraiment ce qu'on voit chez l'homme, on le revoit exactement chez le rat. L'avantage chez le rat, c'est qu'on a pu chercher d'où venait ce GLP-1. Donc on a cherché dans tout le tractus gastro-intestinal où étaient les cellules qui produisaient le GLP-1 et où est-ce que surtout elles pouvaient augmenter. Donc normalement le GLP-1 c'est fait dans la zone distale de l'intestin, donc le côlon ou l'iléon. Quand on a regardé là, on n'a pas vu vraiment de différence. Donc on a remonté et on s'est intéressé au jéjunum qui exprime aussi quelques cellules qui produisent du GLP-1. Donc, on a fait des marquages au GLP-1. Vous voyez, ça, ce sont des cellules positives. Il n'y en a pas beaucoup par villosité intestinale. Et on les a comptées. Et donc, la surprise, ça a été de voir que c'était uniquement dans le jéjunum qu'on avait une augmentation du nombre de cellules qui expriment le GLP-1, que ce soit dans le bypass ou dans la sleeve. Mais le mécanisme par lequel augmentent ces cellules est totalement différent, puisque finalement, si on regarde la densité de ces cellules, on voit qu'elles augmentent dans la sleeve gastrectomie, c'est-à-dire que pour une même surface d'épithélium intestinal, on va avoir plus de cellules qui expriment le GLP-1, alors qu'après le rond en Y, finalement, on n'a pas de modification de la densité des cellules, c'est juste parce qu'on a plus de toutes sortes de cellules, qu'on a, entre autres, plus de cellules qui expriment le GLP-1. Donc ça, c'est finalement intéressant parce qu'on a dans les 2 cas une augmentation du nombre de cellules qui produisent le GLP-1, mais avec des mécanismes qui sont complètement différents entre la sleeve et le rond en Y. Alors si je résume ce que je vous ai dit pour l'instant, on voit qu'il y a vraiment des conséquences d'une adaptation intestinale et que les conséquences de cette adaptation vont améliorer l'homéostasie glucidique. Je vous ai montré 2 exemples. Je vous ai montré l'exemple de la façon dont on augmente le nombre de cellules produisant le GLP-1 après la sleeve ou après le rond en Y. Et je vous ai montré que l'hyperplasie qu'on a après un bypass était associée à une hyperconsommation du glucose par l'anse alimentaire.
ce que je n'ai pas le temps de vous développer, c'est qu'on a aussi montré qu'en fait, après la sleeve, on a aussi une réduction de l'entrée du glucose alimentaire vers le sang. Par contre, on a une augmentation de l'entrée du glucose alimentaire vers les cellules intestinales, mais que ce glucose reste coincé dans ces cellules qui hyperconsomment du glucose. Et donc, dans les deux cas, on pense que du coup, ça permet de réduire le passage du glucose alimentaire vers le sang. Et donc là, on a vraiment un exemple où on a des mécanismes complètement différents après la sleeve ou après le bypass qui, au final, vont produire les mêmes effets. Donc après, on s'est posé la question inverse, qui est, quand on a une adaptation similaire, est-ce qu'on a toujours les mêmes effets ou est-ce qu'on peut avoir des effets différents? Et donc pour ça, on a vraiment comparé deux bypass qui sont soit le rho en Y, soit l'oméga, puisque je vous ai montré tout à l'heure que dans ces deux bypass, on a une hyperplasie dans l'anse alimentaire. Et donc on s'est demandé si cette hyperplasie, elle produisait exactement les mêmes effets. Et la première question qu'on s'est posée, c'est les effets sur l'absorption des nutriments. Donc ça, c'est des résultats qui sont encore en cours d'élaboration, et en particulier, il faut qu'on renforce le groupe des animaux. Mais les résultats préliminaires sont extrêmement excitants, donc du coup, je suis contente de les partager avec vous. Donc ce qu'on a fait sur ces animaux, on a fait des analyses coprologiques dans des cages à métabolisme. C'est-à-dire qu'on contrôle exactement ce que mangent les animaux, et on mesure les calories qui sont perdues dans les fesses de ces animaux. Et donc, on a comparé des chams, des roux en Y et des omégas. Et ce que vous pouvez voir déjà, c'est que dans les pertes caloriques des animaux qui ont un oméga est plus importante que chez les chams. Ça veut dire qu'il y a vraiment une malabsorption après l'oméga. Donc ça, c'est des résultats qui sont obtenus après 15 jours. Ce qui est extrêmement intéressant dans ces pertes caloriques, c'est qu'on n'en voit pas après le roux en Y. Donc c'est toujours cette discussion de savoir si le roux en Y est une chirurgie malabsorptive ou pas. En tout cas, chez le rat, après 15 jours, elle n'est absolument pas malabsorptive puisqu'on ne perd pas de calories dans les fesses. Alors d'où viennent ces calories perdues chez l'oméga? Eh bien, on voit qu'elles viennent essentiellement d'une perte protéique. Donc les omégas perdent beaucoup de protéines dans les fesses, et ils perdent aussi des lipides, mais en fait le repas typique qu'on donne aux animaux est très peu riche en lipides, donc c'est pas ça qui apporte la perte calorique. Donc ça, c'est ce qui se passe après 15 jours, une vraie différence, alors que dans les deux cas, on a cette hyperplasie. Qu'est-ce qui se passe à beaucoup plus long terme? Eh bien, on voit que cette perte calorique a tendance à s'amenuire avec le temps. Et donc, on a l'impression que c'est vrai pour les pertes caloriques totales, c'est vrai pour les pertes protéiques, même s'il continue d'y avoir une perte protéique, et c'est vraiment vrai pour les pertes lipidiques, puisque là, on n'a quasiment plus du tout de perte lipidique chez les animaux oméga. Donc, en fait, on a une malabsorption lipidique et protéique assez rapidement après le bypass en oméga, à un temps où, après le roux en Y, il n'y a déjà pas de malabsorption. Mais cette malabsorption a l'air de se réduire avec le temps, comme si l'intestin avait su s'adapter pour compenser cette malabsorption. Donc, quand on a commencé à faire ces résultats et qu'on a vu cette malabsorption majeure après l'oméga, parce qu'au départ c'était vraiment extrêmement fort, ce qu'on nous a dit, c'est qu'on avait fait des anses trop longues. C'est toujours la discussion de savoir quelle est l'importance de la longueur de l'anse. Donc nous, on avait fait une anse de 35 cm parce que ça correspondait à 2 mètres chez l'homme et ça correspondait surtout à tout ce qui était exclu dans un roux en Y. Donc ça nous permettait, on pensait que c'était le meilleur contrôle. Donc on a entendu la critique et du coup, on a fait deux types d'oméga. On a fait un oméga très court de 15 cm, donc dont l'anse biliopancréatique va exactement correspondre à ce qu'on fait chez le roux en Y. Et puis on a fait des omégas très longs, juste pour accentuer le système. Et donc là, les résultats sont encore plus préliminaires. Puisque en fait on a fait ces chirurgies sur des animaux non pas obèses pour commencer, mais sur des animaux qui sont encore en pleine croissance. Donc ce qu'on va voir dans ces cas-là, c'est une réduction de la croissance et non pas une vraie perte de poids. Mais les résultats sont extrêmement clairs. Si on fait un oméga très long, eh bien, plus l'oméga sera long, plus l'anse exclue sera longue, plus l'animal va avoir une réduction de sa prise de poids. C'est ce que vous voyez ici. Et si on fait un oméga plus court, eh bien finalement il va perdre moins de poids. Par contre, ce qui a été absolument remarquable dans cette observation, c'est que la tolérance au glucose était améliorée exactement de la même façon dans les deux chirurgies. Donc là, on s'est passé à 15 jours. Donc là, on a une vraie différence de poids entre les animaux chams, les omégas courts et les omégas longs. Par contre, l'amélioration de la tolérance au glucose est la même. Donc ça, c'est extrêmement excitant parce que ça veut dire qu'avec un oméga plus court, on pourra atteindre la même amélioration de la tolérance au glucose, mais avoir moins de perte de poids. Et donc dans un contexte où on cherche une chirurgie métabolique qu'on pourrait appliquer à des patients qui ne sont pas si obèses que ça, c'est peut-être quelque chose vers lequel on pourrait tendre. Mais
Ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est vraiment de comprendre quelle est l'absorption des nutriments dans ces différents modèles et comment cette absorption des nutriments évolue au cours du temps. Et ça, c'est des résultats que je pourrais peut-être vous montrer l'année prochaine et qu'on n'a pas encore acquis. Donc, les conclusions de ma présentation, c'est que j'espère vous avoir convaincu aujourd'hui que chez le rat, l'intestin est un organe extrêmement plastique qui s'adapte. Donc, en fait, c'est un organe qui va s'adapter à ce qu'on mange, à ce qu'on est, donc à nos régimes, à notre état métabolique, et évidemment à la chirurgie bariatrique. Et en fait, ce que je pense, c'est que cette adaptation intestinale, elle contribue aux effets bénéfiques de la chirurgie. Je vous ai montré l'exemple de la sécrétion des entérohormones, je vous ai montré l'exemple de l'absorption des sucres, et cette adaptation, elle contrecarre aussi peut-être des effets délétères de la chirurgie, en particulier en ce qui concerne la malabsorption lipidique et protéique, comme on a pu le voir après l'oméga. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que c'est vrai chez l'homme? Donc je pense qu'on a suffisamment de données pour montrer qu'effectivement l'intestin est aussi un organe plastique chez l'homme qui est capable de s'adapter. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que finalement les échecs de chirurgie bariatrique qu'on a, ce ne seraient pas en fait des défauts d'adaptation intestinale? Est-ce que quand un patient avec un mini bypass finit dans un service de nutrition complètement dénutri, est-ce que c'est parce que son anse n'a pas su faire une hyperplasie pour compenser cette malabsorption? Ou est-ce que quand on a un échec au niveau résolution du diabète, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu cette adaptation au niveau de la sécrétion des entérohormones? Et surtout, est-ce qu'il existerait des marqueurs qui nous permettraient de prévoir les capacités d'adaptation intestinale et dans ces cas-là qui nous permettraient de mieux jouer sur le type de chirurgie qu'on doit faire à quel type de patient? Donc voilà, voilà à quoi ressemble notre équipe. En fait, je tiens vraiment à remercier les chirurgiens. On est une équipe de chercheurs au départ, de scientifiques, dirigée par André Baldo actuellement. Et on travaille en très forte collaboration avec plein de chirurgiens. Donc je vous ai fait un magnifique code couleur pour les rattacher aux différentes équipes de chirurgie d'où elles viennent. Donc celle de Jean-Pierre Marmus, celle de Simon Psica et plus récemment celle de Jean-Marc Chevalier. Et je vous remercie. Bravo pour ce remarquable exposé qui est même compréhensible pour ceux qui ne sont pas des spécialistes. Je pense que vous allez me répondre, c'est une reconversion complète des laboratoires de Bichat qui, je vous rappelle, dans ma génération, étaient spécialisés dans l'ulcère et en particulier la sécrétion gastrique. Ils ont tout perdu, bien évidemment, parce que ça a disparu. Donc je vois qu'ils ont fait une reconversion grâce à nous de façon exceptionnelle sur la chirurgie de l'obésité. Et donc on va maintenant passer aux questions, mais je trouve que notre ami, je suis très content parce que finalement on a une espèce de début de réponse à la question du premier exposé sur le diabète et on a également un encouragement à ce que tu personnalises de plus en plus la chirurgie. Et voilà, Joanie, tu question. Oui, alors la question en fait c'est avant toute chirurgie, on nous dit bon alors vous allez dériver 1,50 m, vous allez dériver 2 mètres. Bon, c'est un procédé quand même très grossier, qui marche pas mal d'ailleurs, mais c'est quand même très très grossier. La question c'est, chez les rats, voire même chez les hommes, est-ce qu'on a une idée de... Il y a des absorptions différentes. Enfin, je veux dire, un segment digestif, il y a des gens qui absorbent, qui ont un intestin qui absorbe très bien, et d'autres qui ont des capacités d'absorption beaucoup moins bonnes. Est-ce qu'on peut évaluer ça? Alors, ça c'est vraiment la question. En plus, je me rends compte que j'ai oublié de... Mettez-vous bien devant le micro. Pardon. J'aime pas, je vois pas les gens. Je suis trop petite. Je trouve que c'est une question vraiment intéressante et c'est vraiment ce que je cherche actuellement. C'est un marqueur de l'absorption intestinale. Alors, il y a la citrulline qui est utilisée beaucoup. La citrulline, ça va être un marqueur de la masse entérocytaire. Et j'ai oublié de vous montrer que j'avais des super résultats citrulline là. Donc, les gens qui travaillent sur le grêle-court, par exemple, utilisent la citrulline pour avoir une idée de la masse entérocytaire qui reste chez le patient et ils imaginent que c'est un reflet des capacités d'absorption de l'intestin. Je pense que dans la chirurgie bariatrique, ça ne marche absolument pas. Parce que je pense que l'intestin voit les aliments ou pas, la citrulline, elle quantifie juste le nombre d'entérocytes qu'il y a. Et donc, ce que je montre, par exemple, c'est qu'après un bypass, la citrulline augmente, alors que la longueur du tube fonctionnel diminue. Donc, on est vraiment en train de chercher un marqueur de la fonctionnalité des entérocytes, et on a une piste qui est l'ApoB48, et donc on est vraiment en train d'essayer de développer un projet pour mesurer le taux d'ApoB48 chez les patients et chez les... Enfin, nous, on va commencer chez les rats, mais en parallèle, on fait chez les trucs, chez les patients, et savoir si l'ApoB48, c'est un reflet de l'intestin fonctionnel par rapport à juste la longueur de l'intestin. Mais l'autre point que je trouve intéressant, c'est si on mesure la citrulline quand même chez les patients avant de les opérer, on aura peut-être quand même une idée de la longueur de leur grêle, et peut-être quand même qu'on saura à peu près ce qu'on peut dériver de ce qu'on ne peut pas dériver. Madame Lamaude,
Sans eux. Madame Robert. J'ai trouvé très intéressant les résultats sur la malabsorption protéique et lipidique après validation d'oméga qui semblent se corriger avec le temps. Et donc, juste pour dire qu'en clinique, on a cette impression, notamment avec les dérivations biopancréatiques, il y a plusieurs études qui ont démontré, et on le sait, que les carences protéiques et en vitamines liposolubles se font surtout dans la première année post-opératoire. Et donc, c'est vraiment là qu'il faut surveiller les patients. Et d'ailleurs, on les reconvoque tous les 3 mois. On leur fait des prises de sang tous les 3 mois, et avec des dosages hyper précis pour être sûr qu'on ne va pas donc développer ces carences-là. Et c'est vrai qu'en général, avec le temps, au-delà d'1 an, 2 ans d'allégation biopancréatique, on n'a plus de réhospitalisation pour dénutrition majeure. Moi j'avais une question sur, d'abord bravo pour tes recherches. Tu parles pas de microbiote. Quelle est l'interaction? Parce que j'imagine que l'absorption, et on peut imaginer qu'il y a une inflammation peut-être qui pourrait expliquer qu'il y a des différences entre tel et tel patient. Je pense que le microbiote doit avoir un lien avec ça. Et qu'il va falloir justement corréler un peu tes résultats avec ce qui se fait, parce qu'il y a des résultats super intéressants qui sont en train de sortir. Tout à fait. Je ne parle pas du microbiote parce que c'est d'autres gens qui le font. Et je pense qu'il y a Je pense qu'il y a des corrélations. Tout à fait. Non, mais on est très au courant et puis on suit beaucoup ce que fait Karine Clément. Enfin, et puis on a aussi des données microbiote. C'est juste qu'il faut se partager le travail, quoi. Mais c'est sûr qu'il y a un lien. Moi, je pense par exemple que le microbiote change parce que j'ai une mauvaise absorption des sucres après la sleeve, par exemple. Et je pense que le fait que les sucres soient moins bien absorbés, et je pense que François est assez d'accord aussi là-dessus, que si on absorbe moins bien les sucres à un moment donné, il va bien falloir qu'ils deviennent quelque chose, ces sucres. Et je pense que si on a plus de sucres qui arrivent dans le côlon, on va changer la nature du microbiote et que peut-être ça aussi, ça contribue à changer. Et inversement, peut-être que le microbiote de départ va avoir une action sur l'inflammation, et s'il y a une inflammation de la cellule, tu ne vas pas faire passer le glucose pareil. Donc je pense qu'il faut vraiment que vous travaillez de concert, parce que je suis sûr que la solution elle mixte, elle n'est pas... Ah oui, non, mais ça, on a Vos travaux sont absolument passionnants et répondent à un point clinique. En effet, il est complètement ridicule de dire que n'importe quel opéré d'un bypass oméga, il aura 2 mètres d'anse. Il faut absolument mesurer l'anse biliaire et l'anse commune. C'est moi ce que je fais. On peut avoir une idée déjà en préopératoire par un entéroscanner. C'est un examen clinique simple, plus facile que la citronelle. Mais ce que vous nous apprenez est absolument génial. Et peut-être qu'ils vont faire décider, parce que là, vous venez d'enterrer le bypass en Y. Moi, je crois pas. Presque. Non, puisque lui, il est restrictif, alors pourquoi pas se contenter d'une sleeve ou d'un anneau? Parce qu'il change les hormones quand même. Il y a l'aspect endocrine qui est vraiment modifié, et justement, il y a cette idée que si on... Enfin, moi, mon idée, de toute façon, c'est de mettre les chirurgiens au chômage, mais ça, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est d'essayer de mimer la modification qu'il pourrait y avoir dans le grêle en réponse au bypass, parce que cette modification, elle est quand même majeure, et sans avoir à passer par la chirurgie, par le montage lui-même. Je crois que c'est le but dans le traitement de l'obésité. Et même pour nous chirurgiens, il faut être modeste. Autrefois, j'opérais 2 vagotomies par semaine pour ulcère, maintenant j'en ai pas opéré depuis des années. Juste pour élargir le débat sur la plasticité intestinale, en urologie, on a utilisé depuis très longtemps maintenant des segments d'intestin pour remplacer la vessie. Et bien sûr, au début, c'était extrêmement inquiétant de penser qu'on allait mettre, là où arrivait l'urine, un segment qui avait des capacités de réabsorption, en particulier de durée, considérables. Et en fait, on s'aperçoit que la muqueuse de l'intestin, quand on la mettait dans l'appareil urinaire, se transformait, les villosités disparaissent, s'aplatissent, et finalement, la réabsorption est très faible. Donc là, vous avez dans les travaux des reculs qui sont considérables maintenant. Oui, nous, on n'avait pas fait aussi extrême. On a transformé du grêle en côlon et du côlon en grêle, mais on n'était pas allé jusqu'à la vessie, c'est sûr. Un autre commentaire, il y a aussi, on ne parle plus jamais de l'acidité gastrique, j'en reviens pas au ulcère, mais je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Ce qui arrive dans la première anse n'est pas tout à fait la même. Est-ce que ça a une incidence ou pas, ma première question. Oui. Et la deuxième question, c'est cette adaptation, puisque là aussi, ayant étant de la même université que vous, tous les travaux de
Moi, c'était plus vers Saint-Louis de Messine et de Grèvecourt avait montré, si vous voulez, des fonctions absolument remarquables sur l'intestin grec, puisqu'avec la question qui se posait, c'est le proximal ou le distal, ça c'est clair. Et puis ça me permet de poser d'autres questions et de me retourner peut-être vers le cas. J'ai été un peu surpris, si j'ai bien compris, on prend bien l'anse terminale. Bon, et qu'est-ce qui s'en passe de tout ce qui s'absorbe dans l'anse terminale? Moi, j'avais appris qu'il y avait des maladies qui s'appelaient Birmer, j'avais appris plein de choses, tout ça. On ne parlait pas de tout ça, on parle du diabète, c'est la session d'aujourd'hui, mais pour le novice comme moi, c'est quand même des interrogations surprenantes sur les autres maladies métaboliques, si vous voulez. Donc là, il y a- Je suis désolé de ces mélanges de questions, Non, mais mais- c'est des interrogations qui me viennent comme ça, parce qu'on n'est pas trop nombreux, je peux quand même vous les poser. Il y a plein de questions. Alors, je vous rassure quand même, André Badeau reste passionné par l'estomac, hein, ça on ne le changera pas. Et en fait, lui, son hypothèse, c'est que tout se passe dans l'estomac. Donc c'est pour ça que la sleeve ou le bypass, oméga, tout ça, pour lui, tout est dans l'estomac. Et donc on vous montrera un jour qu'effectivement, l'estomac est essentiel dans cette histoire. Et effectivement, une des différences majeures qu'il y a entre le bypass en oméga et le rond en Y, c'est que dans l'oméga, on va avoir un mélange des sels biliaires avec les sécrétions acides. Et on le voit vraiment quand on voit une espèce de, chez le rat en tout cas, une espèce de yaourt qui se forme à la sortie de l'estomac, qui pourrait expliquer pourquoi finalement ces protéines n'arrivent pas à être absorbées à cet endroit-là, alors même si l'intestin a triplé de volume. Et en tout cas dans les premiers temps. Donc ça c'est vraiment l'hypothèse qu'on a. Le problème c'est que mesurer du pH, faire de la pH-métrie chez le rat, pour nous c'est compliqué pour l'instant. Donc on essaye de se donner les moyens de mieux mesurer la pH-métrie, de mieux mesurer aussi les acides biliaires tout au long de ces ans, c'est de comparer les acides biliaires et leur fonctionnalité, comparer les protéases et leur la façon dont elles fonctionnent, parce qu'on a un mélange de pH qui fait que les enzymes pancréatiques ne vont pas fonctionner au pH des enzymes gastriques. Et si les deux se mélangent, j'ai l'impression qu'aucune des deux peut fonctionner. Le tour de Jean Cali, mais on sait bien qu'il y a eu de l'encre qui a coulé de nombreuses fois sur comment finir une DPC. Et on sait bien que les montages étaient différents, et notamment les ulcères anastomotiques. On sait bien que l'estomac, il reste avec. Et je suis très content que M. Badeau soit un fanatique de l'estomac également, parce que c'est cette histoire du pH dans l'anse afférente et dans l'anse efférente a coulé beaucoup d'encre, et ça n'est peut-être pas non plus inutile d'y penser dans la chirurgie bariatrique. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille beaucoup avec Jean-Marc Chevalier, puisqu'en fait, avec nos modèles de rats, là on a lancé un protocole où on va garder les rats plus de 6 mois avec des bypass en oméga, pour enfin savoir s'il y a des ulcères et s'il y a des problèmes qui se passent au niveau de l'œsophage. Ça c'est vraiment une vraie question. Dans le rat, on aura une accélération du temps. Dans ma série personnelle, il y a moins d'ulcères avec le bypass oméga qu'avec le bypass en Y. J'ai un taux de 4,2%, traitement médical compris, parce qu'il est obligatoire. Dans le bypass en Y, j'en ai un petit peu plus. Bien,